Bonjour Paul. Bonjour Didier. Nous revoilà pour le dernier rebond sur l'actualité donc de ce premier semestre. Alors on va commencer par une mauvaise nouvelle, le départ de Johnny, le décès de Johnny, qui était belge comme vous, je crois que vous êtes belge. Oui, je suis belge. Oui. Et Johnny, c'était une idole. On ne manque pas d'idoles quand même aujourd'hui dans notre monde. Si, un peu. En particulier, je voyais tout à l'heure, là, avant que nous réunissions, j'étais au café du coin et j'entendais des gens qui reprenaient en chœur ce qui passait à la télévision. Et en particulier, j'ai entendu un monsieur qui était là au baby-foot et un monsieur de 45 ans qui, je ne crois pas, appartenait à l'université, mais qui a expliqué à la barmaid ce que Johnny représentait pour lui, et c'était beau. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est ce qui manque aujourd'hui aux hommes politiques, je dirais cette proximité avec les gens? Oui, c'est ça, c'est la proximité. On dit il était simple, et les gens qui disent il était simple veulent dire je pouvais me reconnaître dans la manière dont il réagissait dans la vie. Et c'est ça qu'on reproche un petit peu au monde politique, c'est qu'il ne s'identifie pas vraiment au sort des personnes normales, ordinaires. Et les personnes ordinaires le reconnaissent et leur reprochent. Et on le voit dans les choses qui sont discutées dans les parlements, tout ça. Et il y avait cette très belle étude faite par des sociologues américains qui montrait que les préoccupations réelles des gens n'arrivent que très rarement au niveau des parlements et des sénats. Ce sont des textes préparés par des lobbies qui deviennent des lois. Et ce que les gens demandent, souvent, ça n'émerge même pas jusqu'à ce niveau-là. Alors, dans un registre un peu différent, mais pas complètement, on a accueilli hier soir Bertrand Blancheton, le doyen de l'Université de Bordeaux, économiste, qui nous a parlé de la BCE, entre autres, des banques centrales. Et il a interpellé les étudiants sur une idée qui me semble un petit peu rebondir sur ce que vous dites, en disant, tout compte fait, on pense qu'on a une banque centrale européenne qui est assise dans le dogme, mais, alors je ne dis pas qu'elle est proche des gens, mais en tout cas, il voyait quand même un vrai pragmatisme. Et ces technocrates qu'on pourrait imaginer peut-être déconnectés de la vie du commun des mortels, sont quand même en totale connexion avec la réalité économique. Il y a un peu des deux. Il y a beaucoup de dogmatisme quand même au niveau du fait que les banques centrales, en général, ne sortent pas des clous qui sont déterminés par la science économique la plus mainstream, la plus dogmatique. Mais en même temps, il y a ce qu'il faut faire comme des mesures non conventionnelles. Les mesures non conventionnelles, c'est quand même, ça sort un petit peu des clous. Et on a eu la chance avec M. Draghi que ce monsieur, quand les circonstances l'ont exigé, qui est sorti de son rôle. Ça lui a été reproché par M. Weidmann, qui a dit mais il se conduit en président de la zone euro, en président de la République de la zone euro. Mais s'il ne l'avait pas fait, personne ne l'aurait fait à sa place. Et à mon sens, il a eu raison de le faire. Si la zone euro a survécu aux événements de 2012 avec la Grèce, c'est parce qu'il est sorti de son rôle. Il a fait des choses qui n'étaient pas dans le dogme, qui étaient dans l'ordre du pragmatisme. Il fallait sauver la zone euro et il l'a fait. On va vous recevoir le 23 janvier avec Bruno Coleman, donc un économiste que vous connaissez bien, avec qui vous avez écrit un livre. Les étudiants aimeraient bien parler de l'Europe de l'euro. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous semble plus intéressant à traiter, que nous donner déjà un peu d'appétit par rapport à cette conférence? Mais Bruno Coleman vient de sortir, il y a un mois, un livre sur la zone euro qui est un peu un cri du cœur. C'est son regret de voir ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette Europe qui s'est arrêtée à mi-chemin, qui n'a pas fait tout le chemin nécessaire pour avoir une Europe véritablement confédérale. Et ce petit livre, c'est pas un livre très épais, mais il vient d'obtenir un prix en Belgique, je ne sais plus quel prix. Il est reconnu comme un livre important. C'est un peu une interpellation du monde. Si j'ai bon souvenir, il y a une préface d'ailleurs de M. Van Rompuy qui débute ce petit livre. C'est important. Il faut faire attention là aussi. Bruno Coleman, il n'appartient pas au monde des décideurs en ce moment. Il a été dans des cabinets ministériels, mais il représente, je dirais, ce que le peuple pense de ce qu'il faudrait faire de l'Europe maintenant. Et il y a assez de tergiversations, assez traînées. Il faut passer aux étapes suivantes. Sinon, on va continuer à produire du populisme, c'est-à-dire le refus de monter à des échelons supérieurs, alors qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est ça qu'il faudrait faire maintenant. Oui.
Alors les Anglais et le Brexit, Theresa May a écouté le peuple, enfin, ça s'est joué à très peu de choses bien évidemment, mais là aussi on est à une croisée des chemins parce qu'on a le sentiment que c'est quand même mal emmanché et pour les Européens et pour les Anglais. Voilà, on est aussi au milieu du gué. Votre sentiment, votre opinion? Moi je dis immédiatement dans une chronique au Monde, quand il y a eu le vote, j'ai dit c'est une catastrophe et c'est à ce point une catastrophe que les politiques maintenant sont obligés de le faire, mais ils ne pourront pas. Ils n'y arriveront jamais. Et les événements les plus récents, que j'avais souligné aussi, même plus récemment, c'est qu'il n'y a pas de solution sur l'Irlande. On ne peut pas faire marche arrière. Les uns diront, les gens de l'Irlande du Nord diront, on ne peut pas reconstituer une frontière dure à l'intérieur de l'Irlande. Mais en même temps, ils diront aussi, on ne peut pas créer une frontière artificielle entre nous et l'Angleterre, puisque la Grande-Bretagne, puisque nous en faisons partie du Royaume-Uni. Donc c'est insoluble, absolument insoluble. Et Mme May va tomber d'une heure à l'autre, elle va tomber sur cette question, elle va devoir donner sa démission parce que on n'a pas réfléchi à des choses insolubles qu'on allait produire si jamais il y avait un vote pour le oui. Le problème, évidemment, c'est qu'on le sait, ils ont fait ça pour pour des raisons politiciennes entre eux, et ils n'ont pas prévu une seconde que le oui allait l'emporter. Et voilà, ils sont avec ce désastre sous leurs yeux et sans pouvoir le résoudre. Alors, on rebond sur l'actualité, on passe en Allemagne. Là aussi, il y a quand même du rebond. Angela Merkel n'a plus la capacité aujourd'hui, en tout cas, de s'imposer seule avec un gouvernement. Est-ce que c'est inquiétant? Alors, je sais que vous êtes un peu contre l'hégémonie allemande. Alors, peut-être que Keynes, sur lequel vous avez travaillé, a peut-être des enseignements à nous faire partager. Oui. Bon, là, on est à l'hiver 1940 et au début, en janvier 1941, la bataille d'Angleterre, Londres sous le Blitz, et Keynes, dans son bureau, est en train d'écrire sur le rôle de l'Allemagne après la guerre. Voilà, c'est un visionnaire, mais il faut vraiment être visionnaire pour faire ça. Et il dit, on ne pourra pas s'empêcher qu'après la guerre, que l'Allemagne retrouve un rôle hégémonique du point de vue économique. Il faudra la convaincre de pouvoir être un hégémon généreux. Alors, on est devant ce problème maintenant. Mais nous avons cette tendance, je dirais, qui va contre le fil du grain, c'est de dire attendons toujours le prochain gouvernement allemand et les choses iront mieux. Et on s'aperçoit à chaque élection que les choses vont plus mal. Il est de plus en plus difficile de parler aux Allemands. Alors, cessons d'attendre encore maintenant, combien de temps ça va durer, d'avoir un nouveau gouvernement allemand. Parlons à tout l'ensemble des partis allemands, peut-être pas aux partis xénophobes, mais parlons à tous les partis en leur disant voilà ce que l'Europe attend de vous individuellement. Et quand ils arriveront à recomposer une nébuleuse d'une manière ou d'une autre, ils sauront au moins ce que nous voulons d'eux. N'attendons pas, une fois de plus, un nouveau gouvernement allemand pour dire ce que nous attendons de l'Allemagne. En tout cas, on est de nouveau dans une période d'incertitude. Ah oui, certainement, oui. Donc on est dans un monde qui... Oui, avec un gouvernement qui expédie les affaires courantes, ils peuvent faire quelque chose. L'exemple de la Belgique était très bien. Et la Belgique a échappé à l'austérité en grande mesure parce qu'au moment où tout le monde parlait d'austérité, il n'y avait pas de gouvernement. C'est peut-être pas la chose qu'on doit souhaiter aux Allemands de ne pas avoir de gouvernement pendant 2 ou 3 ans. Mais mon père était haut fonctionnaire et disait, quand il n'y a pas de gouvernement, voilà, on va pouvoir faire des choses. Bon, Paul, je vous propose de nous quitter sur cette belle parole. Et on se retrouve avec plaisir à la rentrée en janvier pour Rebond sur l'actualité. Très bien, merci Didier. Merci d'être venu.